Séance de la commission d'enquête parlementaire sur le maintien de l'ordre. En général, merci d'avoir accepté notre sollicitation, accompagné de ces messieurs. Si vous êtes les uns et les autres appelés à intervenir, je suis conduit à vous demander, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Vous demandez de lever la main droite et de dire « je le jure ». Si vous êtes appelé à intervenir, messieurs, je vous demanderai de faire la même chose. Merci, mon général. La procédure que nous avons mise en œuvre consiste à vous demander un exposé d'une dizaine de minutes. Puis ensuite, monsieur le rapporteur Pascal Poplin se livrera à une série de questions et les commissaires ici a été décidé à la suite des événements de Sivins et que nous sommes parfaitement conscients les uns et les autres, membres de cette commission d'enquête, de l'impossibilité qu'il y a pour l'Assemblée nationale de mener une enquête sur ce qui est à l'instruction judiciaire aujourd'hui, ce qui ne nous empêchera pas sans doute de revenir sur un certain nombre d'événements. Nous écoutons, mon général. Mesdames, Messieurs les députés, je vous remercie de bien vouloir me recevoir dans le cadre de la commission que vous avez à conduire. J'ai suivi, Monsieur le Président, les travaux de la commission. Je suis globalement en phase avec les analyses qui ont été portées par l'ensemble des personnes qui sont intervenues avant moi. Et je voudrais, pour être très concret et rentrer dans le vif du sujet, limiter mon propos à quelques propositions, quelques pistes qui me semblent nécessaires d'aborder. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des conditions d'exercice du maintien de l'ordre en France. Elles sont connues. Je partage tout ce qui a été dit jusqu'alors. Mais je voudrais vraiment aller sur une dizaine de pistes qui me semblent être des pistes d'amélioration possible des conditions d'exercice de cette mission. Je considère que nous sommes aujourd'hui face à des situations qui sont des situations complexes, troublées, que nous avons face à nous en termes d'ordre public à gérer des situations que nous n'avions pas rencontrées dans les années passées et qu'il nous faut, par rapport à ces situations, prendre des mesures qui sont des mesures importantes pour garantir à la fois la liberté d'expression mais également la sécurité. La première piste que je propose d'évoquer devant vous, Monsieur le Président, comme piste d'amélioration, c'est de travailler dans la nécessité d'un renforcement du dialogue entre organisateurs et manifestants. Première piste qui me semble importante, je considère qu'aujourd'hui, ce dialogue n'est pas assez affirmé et qu'il nous faut vraiment le développer en amont d'une manifestation, mais également dans le déroulé de cette manifestation. J'y vois une garantie de bon déroulement des opérations d'ordre public, une garantie qui nous permettra de garantir, bien sûr, la liberté d'expression, mais également le droit de manifestation. Et je pense que là, nous avons un travail extrêmement fort à conduire entre organisateurs et pouvoir public, ce qui nous conduira naturellement à redéfinir le cadre juridique, notamment lorsque les organisateurs ne respecteraient pas leurs engagements. Et là, nous avons, je pense, en France, un problème de vide juridique. Il y a un dialogue qui s'établit de manière solide entre organisateurs et pouvoir public en amont, mais lorsque les engagements ne sont pas tenus, alors on a une difficulté. Et donc il faudrait, je pense, rappeler certaines règles et responsabiliser réellement les organisateurs. C'est la première piste que je souhaitais évoquer. La deuxième piste qui me semble intéressante d'esquisser, c'est la question de l'interdiction administrative individuelle de manifester. C'est un sujet qui est un sujet important. Le cadre juridique français actuel permet un libre exercice du droit à manifester. Il le fait en permettant, bien sûr, l'exercice également de la liberté individuelle. Il ne faut pas que ce droit de manifester vienne perturber la liberté de circulation des gens qui ne manifestent pas. Et il ne faut pas que ce droit vienne également perturber tout ce qui est conditions générales de sécurité. Et je voudrais dire donc que ce principe de manifester, qui n'est en rien à remettre en question, doit aujourd'hui être vraiment encadré par la question de l'interdiction administrative de manifestants. On a face à nous des gens qui sont connus et qui apparaissent comme relativement déterminés dans certaines manifestations. Ces gens doivent être demain sans doute interdits de manifestation. C'est un sujet qui est important, nous les connaissons,
Leur présence dans les manifestations est relativement facilement décelable. Il faudrait que demain, nous puissions les empêcher de pouvoir prendre part à des manifestations, car on sait qu'ils vont aller vers des démarches qui sont des démarches violentes. C'est ce que nous avons fait dans les stades. Nous sommes parvenus à inverser la violence dans les stades grâce à des interdictions administratives de stade. Et je pense qu'aujourd'hui, sur certaines manifestations particulières, il faudrait aussi que nous allions dans ce sens-là. C'est le deuxième point concret que je souhaitais aborder. Le troisième point, Monsieur le Président, est relatif à l'affirmation du rôle de l'autorité civile. Dans les opérations d'ordre public, incontestablement, il faut évoquer le primat de l'autorité administrative. Le rôle du préfet est un rôle clé. Le décret de 2004 rappelle très clairement quels sont les pouvoirs du préfet. De notre point de vue, c'est bien le préfet, autorité civile ou son représentant, directeur départemental de la sécurité publique ou commandant de groupement, qui assure ce poids de responsabilité en termes de charges opérationnelles. Le préfet doit déterminer les effets à produire sur le terrain et le préfet doit ensuite s'appuyer sur un chef opérationnel qui est, lui, chargé de concevoir la manœuvre de terrain. Nous avons en France, je considère aujourd'hui, une sorte d'ambiguïté entre le rôle des uns et des autres. Il faut vraiment réaffirmer le primat de l'autorité administrative, mais il faut que celle-ci puisse s'appuyer sur un commandant opérationnel qui est en charge de la conduite des opérations. Et cela suppose un dialogue permanent entre ces deux autorités, le préfet d'une part et le responsable opérationnel d'autre part. Et je crois que ce partage de responsabilités qui est un peu brouillé actuellement doit être clarifié pour que cette articulation entre ces deux échelons soit vraiment clairement réaffirmée. Il faut aussi que le préfet, puisqu'il est en charge de l'opération d'ordre public, soit très régulièrement présent sur les sites de manifestations. C'est un sujet qui me semble vraiment important. De ce point de vue, je considère qu'il faut, sans aucun doute, travailler à une meilleure formation, une meilleure information des préfets aux conditions d'exercice de l'ordre public. Le préfet Lambert conduit une mission actuellement qui vise à mieux former les préfets à ces situations délicates. Je pense que vraiment c'est un sujet qui est important. Il faut que les préfets soient formés aux questions de maintien de l'ordre. Il faut aussi que nous, gendarmes et policiers, on soit en mesure d'apporter aux préfets des outils d'aide à la décision. De ce point de vue, avec le directeur général de la police nationale, nous proposons la mise à disposition de préfets de cellules de planification lorsqu'ils ont à gérer des situations graves d'ordre public. Nous avons proposé ça à plusieurs préfets, en Loire-Atlantique, dans les Bouches-du-Rhône, et chaque fois, ça porte des effets positifs, parce que nous bâtissons avec eux la manœuvre, qui est toujours une manœuvre délicate, s'agissant des situations d'ordre public. C'était le troisième point que je voulais rappeler, donc, qui vise à affirmer et à affermir le rôle des préfets. Quatrième point, qui me semble être un point de fragilité qu'il nous faut corriger, c'est la question de la traçabilité des directives données par l'autorité civile. Nous avons là un sujet qui reste entier. Le dispositif que j'ai connu en rentrant dans le métier a évolué. Nous étions, nous, gendarmes, avant notre attachement à l'intérieur en 2009, sous le coup de réquisition en tant que force armée. Ce cadre des réquisitions était trop rigide et il a fallu clarifier un peu les choses et les simplifier. N'empêche, ce cadre de réquisition qui était un peu rigide était aussi une garantie qui était une garantie forte pour notamment contrôler l'emploi de la force. Un mot quand même sur ce point-là, parce que l'évolution qui était nécessaire a peut-être été un peu loin. Nous avions avant, nous, gendarmes, 3 types de réquisition. La réquisition générale, qui donnait une force à la disposition d'une autorité administrative, civile. Nous avions ensuite la réquisition particulière, qui disait ce que cette force allait remplir comme mission. Cette réquisition particulière englobait les questions d'emploi de la force, donc de tir, par exemple, de grenades lacrymogènes. Et ensuite, nous avions une réquisition complémentaire spéciale, qui, elle, prévoyait l'usage des armes, donc l'emploi de certaines munitions. Et cette réquisition complémentaire spéciale, c'était un document papier qui était donné aux responsables de la force par l'autorité administrative. Et dans ce document papier, il y avait des termes extrêmement forts. Moi, je suis passé en école d'officier il y a plus de 30 ans, et je me souviens très bien du libellé exact de la réquisition. On nous disait, l'emploi de la force pour l'exécution de la présente réquisition comporte l'usage des armes. Et ça, c'était un document papier qui était donné au commandant de la force, et très sincèrement, quand on avait ce document, on mesurait bien l'importance du texte, et donc l'autorité administrative qui délivrait ce document mesurait également quelle était l'importance de ce texte. Ce document
du fait de la suppression du système général des réquisitions, qui est un bon système, il fallait fluidifier le dispositif, aujourd'hui fait défaut. Et très clairement, je pense qu'il faudrait que nous travaillions ensemble à la conception d'un cadre souple, adapté à l'urgence, qui permette une réactivité nécessaire en situation chaude de maintien de l'ordre. Mais je pense qu'il faut que là, on redéfinisse clairement, notamment, l'engagement de la force et l'emploi des armes. Là, on a un petit vide juridique, qui est un vide qu'il nous faudrait corriger assez vite. C'est le quatrième point que je souhaitais évoquer. Cinquième point, qui me semble aujourd'hui aussi devoir être amélioré, c'est la question de la lisibilité des intentions des forces de l'ordre, la question de la lisibilité des sommations. Là, on a un sujet qui mérite aussi d'être approfondi. La communication entre acteurs de sécurité doit être claire. J'évoquais tout à l'heure le rôle des organisateurs de manifestations. Il faut aussi que les forces de l'ordre soient claires vis-à-vis des manifestants. Et il faut que les intentions des forces de l'ordre soient clairement présentées. Aujourd'hui, je considère qu'il y a dans le Code de sécurité intérieure quelques dispositions qui méritent d'être clarifiées. À titre d'exemple, toujours pour être très concret, la question des sommations ne comporte qu'une formule. Première sommation, c'est dans le Code de sécurité intérieure, on va faire usage de la force. On rappelle cette sommation. Dernière sommation, on va faire usage de la force. Ce sont des sommations qui sont faites à voix haute, éventuellement accompagnées de codes sonores. Mais très clairement, on ne fait pas le distinguo entre les formations. On va faire usage de la force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'escadron de gendarmerie mobile peut être amené à faire, par exemple, un bond offensif pour dégager un axe. Mais ça peut dire aussi que cet escadron, il peut être amené à utiliser des grenades lacrymogènes, ou plus grave, d'autres munitions. Et aujourd'hui, dans les sommations, on ne fait pas de la gradation entre ces différents stades d'engagement. Et je considère que là aussi, il faudrait que l'on clarifie la situation. Je considère que ces sommations faites à voix haute ne sont pas intelligibles. Personne ne les entend, parce que dans une manifestation, chacun le sait, il y a du bruit, et donc on n'est pas audible. Et donc là, on a forcément un champ à travailler pour être plus audible et que nos intentions soient mieux perçues. Je considère aussi qu'il est temps de définir une logique de code sonore et lumineux, visuel. Il faut qu'en accompagnement des sommations orales, très clairement, eh bien, on ait un système de code lumineux, de fusée éclairante, clairement connu des manifestants, qui soit un code national et que très clairement, on sache que lorsqu'on tire 2 fusées rouges, alors on est à un stade qui va nécessiter un engagement un peu plus fort des forces de l'ordre. Et là, on a un travail de clarification qui me semble devoir être conduit assez rapidement. Le 6e point concerne les unités de force mobile, CRS et escadrons de gendarmerie mobile. Nous avons en France besoin de ces forces. La vie démocratique française suppose bien sûr que l'ordre règne. Et l'ordre, eh bien, il est assuré par les unités en charge du maintien de l'ordre. Moi, je ne peux parler que de la gendarmerie, que je connais bien, puisque je la dirige. Nous avons 108 escadrons de gendarmerie mobile, 12 000 hommes. C'est une force considérable, mais c'est une force qui est vraiment employée au quotidien. Elle est employée au maintien de l'ordre, chaque fois que c'est nécessaire, mais elle est également employée au quotidien pour la sécurité générale. Si nous sommes en réussite sur les zones de sécurité prioritaires, c'est parce que nous avons mis dans chacune de ces zones, au quotidien, un peloton de gendarmerie mobile. Si nous avons des résultats satisfaisants dans la lutte contre les cambriolages, c'est parce que la gendarmerie mobile concourt à sécuriser nos territoires. Mais nous avons, en complément de ces missions d'ordre public et de sécurisation générale, des missions qui me semblent ne pas devoir être conduites par les forces mobiles. Il y a trop de gardes statiques, qui sont des gardes improductives en termes de sécurité, qui pourraient être conduites par des forces autres que les forces de gendarmerie mobile. Je pense à la garde d'ambassade, je pense à la garde de différents bâtiments publics. J'évoque par exemple la situation du palais de justice à Paris, qui est un sujet. Très clairement, mettre des forces mobiles qui sont des forces à haute compétence sur des missions de cette nature, ce n'est pas satisfaisant. Et quand on fait ça, eh bien, on les sort de la mission principale. Et je pense que là, il y a un travail à conduire sur la redéfinition des missions des unités mobiles. C'est un point important parce qu'il nous mettra en lien direct avec le point 7 que je souhaite aborder. C'est la question de la formation des unités mobiles. Ces unités mobiles qui sont réputées, que bon nombre de pays étrangers nous invitent, sont soumis à fort taux d'engagement. Un escadron de gendarmerie mobile, c'est plus de 220 jours d'engagement opérationnel par an. C'est considérable. Il faut que nous puissions dégager de certaines missions pour
affirmer la formation. Aujourd'hui, nous sommes sur un modèle de formation compte tenu du rythme opérationnel qui n'est pas totalement satisfaisant. Il faut donc qu'on aille plus loin dans cette direction. Aujourd'hui, nos escadrons de gendarmerie mobile passent une fois tous les 3 ans, dans notre centre de formation qui est à Saint-Astier en Dordogne. C'est un centre qui fait réputation. On y accueille de nombreux pays étrangers, mais une fois tous les 3 ans, ce n'est pas satisfaisant. Il faudrait que nous passions dans ce centre au moins une fois tous les 2 ans. Il faudrait, pour pouvoir passer une fois tous les 2 ans, qu'on se dégage de certaines missions. Et je veux évoquer notamment les missions de garde statique. Donc il faut forcément, c'était le point 7, travailler sur un renforcement des actions de formation. En 8e point, je voudrais aborder la question des moyens de force intermédiaires. Nous avons en gendarmerie mobile développé différents moyens, différents armements pour permettre à ces escadrons d'avoir un engagement graduel en termes d'emploi de la force jusqu'à l'usage des armes. Et donc moi, je défends fortement ces moyens de force intermédiaires. Mais je veux que ce soit des moyens encadrés. Je fais notamment référence aux lanceurs de balles de défense, qui sont des armes qui permettent de tirer des munitions en gomme, globalement, pour éviter d'avoir engagé des armes à feu. Donc on a besoin de ces armes-là. Je souhaite que ce soit des armes avec des systèmes de visée pour être extrêmement précises et appliquer des justes coups. Et donc là, on a une situation qui doit être clarifiée. Je pense que certaines armes doivent être consolidées et dotées de systèmes d'aide à la visée. Et dans ces moyens d'armes de force intermédiaire, on mettra bien sûr aussi les munitions qui sont des munitions lacrymogènes. 9e point, c'est la question de la judiciarisation du maintien de l'ordre. Là, on a un sujet qui est important. Il me semble nécessaire de continuer à travailler aux interpellations des individus dangereux, meneurs, casseurs qui sont en face de nous. Je ne veux pas que ce soit un objectif du maintien de l'ordre. L'unité d'action des unités, des escadrons, est bien d'assurer l'ordre public. Ce n'est pas d'interpeller. Mais il faut parfois que nous soyons capables d'interpeller. Il faut donc que nous soyons capables d'engager devant les escadrons des équipes un peu plus mobiles que d'autres pour aller interpeller ceux qui ont été responsables de violences particulières. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit aussi capable, en termes judiciaires, de les confondre, d'amener des éléments de preuve. Et donc là, on a un sujet qui reste entier, parce que ces individus sont souvent ceux qui font des dégâts, sont souvent casqués, parfois cagoulés, donc il faut qu'on puisse les identifier et les lier directement à un fait. Donc ça, c'est un exercice qui est extrêmement délicat, mais je considère qu'une fois qu'ils sont interpellés, une fois que nous avons derrière des équipes au contact des gendarmes ou des policiers capables de conduire les procédures judiciaires, là, nous allons pouvoir, avec l'autorité judiciaire, développer une action cohérente pour confondre ces individus, les condamner et faire en sorte qu'ensuite, ils tombent sous le coup d'une interdiction administrative individuelle de manifestation. Moi, j'évoque ça pour dire très clairement qu'il faut qu'on distingue dans une manifestation les forces de sécurité publique générale des forces d'ordre public. Je ne suis pas favorable du tout à ce que l'on mélange dans une même unité un engagement en tenue et un engagement en tenue civile. Je considère que là, on brouille le message et que ce n'est pas du tout dans le sens de la lisibilité de l'action des forces de l'ordre. Je considère qu'il faut des forces de maintien de l'ordre. Je considère aussi que celles-ci doivent être appuyées par des forces de sécurité publique générale et que ces forces doivent conduire, elles, les actions de procédure judiciaire dans un respect de répartition des missions très très claires et très strictes, en lien direct, bien sûr, avec l'autorité judiciaire. Le 10e et dernier point que je souhaite évoquer ce matin, c'est l'enjeu majeur que représentent les nouvelles technologies. Je considère que là, nous avons un travail extrêmement important à faire pour anticiper les opérations d'ordre public, pour optimiser les capacités amenées par la vidéoprotection, dans une fin notamment de police judiciaire. Je considère que nous ne sommes pas assez performants sur le travail sur les réseaux sociaux. Je considère que nous avons aussi un travail colossal à faire dans l'exploitation des données qui rentrent dans la grande sphère de ce qu'on appelle le big data pour être davantage performants et développer une analyse prédictive des situations d'ordre public. Il s'agirait pour nous d'examiner exactement les situations et de dimensionner le nombre de forces en rapport exact avec la situation opérationnelle. Je pense aussi qu'il nous faut aller plus loin dans l'exploitation en cours d'opération, notamment des réseaux sociaux. Très clairement, on observe
alors bien sûr par SMS, mais au-delà, sur Twitter, à l'occasion de manifestations, des consignes qui sont données de se déplacer de tel point à tel point. Ce sont des consignes qui sont données très rapidement, et les forces de l'ordre sont en retard, ne peuvent pas adapter le dispositif. Ce qui nous conduit à des réactions qui sont parfois des réactions non élaborées tactiquement, ce qui pose problème. Et donc on a parfois des unités qui sont dispersées, qui sont séparées, qui ne dégagent plus aucune puissance opérationnelle et qui sont en difficulté. Et ça, c'est le point de départ de situations qui peuvent dégénérer. Et donc là, je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus actif, notamment dans l'exploitation des réseaux sociaux. Et je pense, mais l'idée peut choquer, qu'il ne faudra examiner les conditions d'être plus contraignant en situation dégradée sur les réseaux sociaux. Il faudra qu'on examine, sous contrôle bien sûr de l'autorité judiciaire et des autorités administratives, les questions de brouillage, les questions également d'interception de certains SMS. Là, on a un sujet de fond qu'il nous faudra également aborder. Et je considère enfin qu'il faudra aller très loin, le plus loin possible, en ordre pic, sur l'optimisation des dispositifs de vidéoprotection pour confondre les individus qui sont coupables d'actions de violence. Voici en quelques mots, Monsieur le Président, pour lancer le débat, ce que je souhaitais évoquer. Je me suis attaché à être concret, dégager 10 pistes possibles pour améliorer les conditions d'exercice de l'ordre public. Je suis bien sûr, Monsieur le Président, à votre disposition pour répondre à toute question éventuelle. Merci, mon général. En effet, vous avez évoqué un certain nombre de pistes sur lesquelles Monsieur le rapporteur et les commissaires vont avoir l'occasion de revenir. Je passe donc la parole à Pascal Popelin pour la première série de questions. Oui, mon général, je voudrais moi aussi vous remercier d'avoir privilégié dans vos propos des propositions concrètes plutôt que de nous faire une dissertation. Je crois qu'au stade où nous sommes de nos auditions, c'était le choix qui était le plus opportun. Vous avez évoqué 10 points. Je m'en tiendrai pour ma part à 3 séries de questions. La première sur les opérations de maintien de l'ordre proprement dites, pour vous demander tout d'abord si les réductions d'effectifs qui ont été opérées au cours des années précédentes et qui ont touché les unités de CRS et de gendarmerie mobile, donc naturellement j'interroge plus sur la gendarmerie mobile, en amenant à les reconfigurer, est-ce qu'on peut considérer que ces réductions ont entamé ou non l'efficacité du dispositif national de maintien de l'ordre? Plus précisément, sur la question des armes que vous avez évoquées. L'article D211-17 du Code de la sécurité intérieure énumère les armes à feu qui sont susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public, mais il n'établit pas de hiérarchie quant à leurs effets physiques ou leur possible dangerosité. Dès lors, il ne prévoit pas de hiérarchie dans leur utilisation. Est-ce que, selon vous, il faut modifier ces dispositions afin d'assurer une gradation de la réponse des forces de l'ordre en fonction des effets de ces équipements? De même, les munitions susceptibles d'être employées sont classifiées selon le vecteur utilisé et non selon l'effet qu'elles produisent. Ne faudrait-il pas inverser cette logique ou affiner la classification en prenant en compte ces 2 critères? Puisque j'évoque les questions de l'armement, un mot, si je ne le fais pas ici et avec vous, sur la question de l'interdiction de l'usage des grenades offensives. Des réflexions sont-elles en cours quant à la conception d'équipements de substitution, sachant que notre préoccupation naturellement est de concilier 2 exigences, maintenir l'éventail opérationnel le plus étendu possible pour assurer une gradation effective et efficace de la réponse, tout en préservant l'intégrité physique des manifestants. Voilà, ça c'était ma série de questions sur les opérations de maintien de l'ordre proprement dites. Je voudrais vous interroger aussi spécifiquement sur la question des ZAD. Les médias ont évoqué l'existence de guides à l'usage des zadistes qui préciseraient notamment comment fabriquer, utiliser des engins explosifs et incendiaires. Des vidéos qui sont diffusées sur Internet témoignent de l'utilisation de bonbonnes de gaz explosifs, mais sans qu'il soit possible, à travers ces documents, de déterminer s'il s'agit de vrais engins explosifs ou d'engins factices destinés à faire perdre du temps aux forces de l'ordre. Alors, selon vous, ces engins, ou tout du moins certains d'entre eux, sont-ils destinés à exploser réellement? Et le cas échéant, pouvez-vous nous détailler la nature de ces engins et préciser s'ils ont été effectivement utilisés
par les contestataires à l'encontre des forces de l'ordre. Accessoirement, si le fameux guide du zadiste existait et si par un biais ou par un autre la commission pouvait en récupérer un exemplaire, cela pourrait nous intéresser. Il y a aussi, toujours sur la question des ZAD, un certain flou qui entoure la nature et le degré de violence auxquels les forces de l'ordre sont confrontées. On parle de jet d'acide, il y a des démentis. Qu'en est-il réellement? Et plus généralement, à quel type de violence exactement les forces de l'ordre ont-elles été confrontées? Et je termine sur cette question des ZAD. Dispose-t-on de statistiques sur le nombre de blessés côté manifestants et côté forces de l'ordre dans ces opérations de maintien de l'ordre liées à l'existence de ZAD et les causes de ces blessures, leur degré de gravité et leurs conséquences? Par exemple, en termes de jours d'ITT, naturellement, en général, si je pose cette question, je n'attends pas forcément une réponse chiffrée maintenant, mais éventuellement des compléments qui pourraient nous être adressés par écrit sur ces éléments. Je termine par des points que vous avez évoqués. Vous avez parlé du rôle des préfets. Je voulais une précision. Vous n'êtes pas favorable, si j'ai bien compris, au rétablissement du système des réquisitions, mais cependant à ce qu'il y ait des écrits précis à certains stades de l'engagement des forces. Est-ce que vous pouvez là-dessus être un peu plus précis que vous ne l'avez été, mais enfin, c'est juste pour développer, parce que je comprends la préoccupation qui est la vôtre. Et vraiment, je termine par la question de l'interdiction individuelle de manifester que vous avez évoquée. Vous avez fait un parallèle avec les manifestations sportives. Il se trouve que c'est un sujet que j'ai évoqué lors de l'audition du ministre de l'Intérieur, qui, dans sa réponse, et j'en comprends le sens, expliquait qu'il était plus aisé de procéder à des interdictions de stade parce que c'est un lieu clos et que donc on entre ou on n'entre pas, que de procéder à des interventions de manifester sur voie publique. Donc comment pourrait-on mettre en œuvre cela au-delà de la suggestion que j'avais faite à l'occasion de cette audition, qui est l'obligation de se présenter pour un manifestant qui serait connu pour avoir été condamné pour violence à l'occasion de manifestations. Bon, si on lui demande de venir se présenter dans un commissariat, par exemple, ou dans une gendarmerie, une fois qu'il s'est présenté, comment on fait? On le retient, on le laisse repartir, on l'identifie. Enfin, pouvez-vous préciser ces questions? En général, comment voulez-vous procéder? Voulez-vous répondre à la série de questions qui vous a été posée par monsieur le rapporteur, ou préférez-vous que nous enchaînions avec il y a beaucoup de commissaires interrogés. Voulez-vous répondre déjà à monsieur le rapporteur? Je pense, parce que la densité des questions permet de faire un point particulier. J'apporterai donc les points dans l'ordre évoqué par... Je vous prie de m'excuser, mon général. Dans la foulée de ce que vous a posé, des questions qui vous ont été posées par monsieur le rapporteur, moi-même, je voudrais en ajouter une qui est dans l'esprit de ce qui vous a été demandé, sur la question de la présence de l'autorité civile lors des manifestations. Et revenir de cette manière sur ce qui s'est passé à Sivins, pensez-vous que si le préfet avait été sur place, on aurait pu éviter le drame qui s'est produit? Bien, je répondrai donc à ces différentes questions, Monsieur le Président. Sur la question de la réduction des effectifs, oui, les escadrons de gendarmerie mobile ont porté le gros des efforts de la RGPP pour la gendarmerie. Nous avons procédé à dissolution de 15 escadrons sur les 120 et quelques que nous avions. Nous avons aujourd'hui 108 escadrons de gendarmerie mobile. Nous en avons donc dissous une quinzaine. Nous avons aussi perdu des missions dans le cadre de cette dissolution. Très clairement, nous avons perdu la mission des centres de rétention administrative. Donc on a effectivement moins d'escadrons, mais moins de missions. Nous avons cependant un taux d'engagement qui est important. Donc au global, nos escadrons, avec un peu moins de missions, ont continué à exercer un fort engagement en termes d'ordre public. Donc ils sont soumis à forte pression opérationnelle, très clairement. Il y a donc des incidences, non pas sur la conduite des opérations, mais sur le temps de récupération des forces et sur le temps de formation. C'est un point que je voulais
que j'ai évoqué dans mon propos liminaire, on a un sujet formation des unités. Donc en termes d'efficacité, je considère qu'on n'a pas perdu. Je considère que la gendarmerie mobile a continué à vraiment développer des capacités fortes et des savoir-faire qui sont reconnus, mais le taux d'engagement est important. Vous connaissez notre engagement également outre-mer. Outre-mer, il n'y a que des escadrons de gendarmerie mobile qui exercent l'ordre public. En permanence, sur les 108 escadrons que nous avons en France, ce sont 20 escadrons qui sont engagés outre-mer. C'est considérable. Et si nous fermons, si nous retirons les escadrons d'outre-mer, alors il n'y a pas de sécurité publique générale dans nos départements et dans nos collectivités outre-mer. Donc il y a un très fort taux d'engagement opérationnel. Ça, c'était vraiment pour clarifier le débat général sur les effectifs. Sur la question des munitions, des armes à feu, je pense qu'il faut qu'on soit plus clair dans la hiérarchisation de ce que l'on peut engager au maintien de l'ordre. Je considère qu'on a 4 niveaux. On a globalement l'emploi de la force, je dirais sans munitions particulières, qui va uniquement se caractériser par des procédés tactiques, un mouvement offensif pour dégager un axe. Ça, c'est l'emploi de la force. Donc, c'est le premier niveau. Il y a ensuite ce qu'on peut appeler les moyens de force intermédiaires, au rang desquels figureront les grenades lacrymogènes. Ça, c'est un stade aussi, qui est un stade particulier qu'on doit vraiment clarifier. Il y a ensuite les munitions qui sont un peu plus fortes, les munitions assourdissantes. Il faut qu'on évoque cette partie-là pour en faire une catégorie particulière. Et enfin, il faut qu'on ait en ultime recours, situation vers laquelle on ne va jamais en France, l'emploi des armes au maintien de l'ordre. C'est une catégorie qu'il ne faut pas écarter sur des situations extrêmes de rétablissement de l'ordre. Il faut que le code de sécurité intérieure le définisse très clairement. Et moi, je suis sur une approche vraiment selon ces 4 niveaux, qui sont des niveaux rationnels et contestés par personne. Sur la question des vecteurs, c'est un sujet intéressant. Une munition, selon qu'elle soit lancée à la main ou avec un lanceur, on change de catégorie. Donc là, il y a un débat sur l'effet de la munition, plus que sur le vecteur qu'il nous faut avoir. Là, il y a un point de clarification qu'il faudra apporter, notamment au travers du Code de sécurité intérieure. Donc ça, c'est un point que la Commission pourrait vraiment pointer du doigt, qu'on pourrait clarifier assez facilement. Sur la question des ZAD, oui, nous sommes là face à une opposition qu'on n'avait pas rencontrée dans les années passées, avec des gens qui sont implantés sur un territoire, qu'ils défendent, sur lequel ils s'installent et sur lesquels ils développent des modes d'action que nous n'avions pas rencontrés. Dans ces modes d'action, il y a ceux que vous évoquez, monsieur le député. On vous donnera bien sûr des éléments techniques d'appréciation, mais oui, on a rencontré des situations de blocage extrêmement tendues, qui sont très larges. Ils sont installés et l'engagement avec les forces de l'ordre est préparé. Et donc oui, il y a des moyens passifs qui empêchent les forces de l'ordre d'agir. Et oui, il y a également des moyens offensifs qui ne sont pas forcément à partir de jets d'acide, mais de cocktails Molotov, c'est incontestable. Et de bouteilles incendiaires d'une autre nature plus explosive, c'est également incontestable. On vous amènera des éléments très précis sur ce qu'on a pu observer à la fois à Notre-Dame-des-Landes et sur d'autres sites. On vous donnera également, à cette occasion, les éléments statistiques concernant les blessés. Il y a plus de blessés en 2014 qu'en 2013 et qu'en 2000. Il y a donc un accroissement important du nombre des blessés. Sur la question de l'autorité civile, le principe du maintien de l'ordre, c'est bien sûr de réaffirmer la primauté du préfet. Le préfet a un rôle clé en la matière. Le préfet ou son représentant. Quand on entend autorité civile, ça peut être un sous-préfet, mais ça peut être le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant de groupement. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment très proche du préfet et qui transmet l'intention du préfet. Et donc il faut vraiment que cette autorité civile soit imprégnée des conditions d'exercice de la manœuvre. Il faut aussi qu'elle connaisse très clairement les conditions d'engagement, les effets des munitions, les effets d'un bon offensif, les effets d'un procédé tactique. Donc là, il y a un travail de formation extrêmement important à conduire. Et de ce point de vue, moi, je suis tout à fait prêt à accueillir à Saint-Astier, dans le centre de formation, les préfets, avant qu'ils ne prennent pour la première fois des fonctions départementales. Quand on évoque le rôle du préfet, on évoque la question des réquisitions. Monsieur le rapporteur, vous me posiez la question de savoir si on pouvait revenir au système des réquisitions hanté. Moi, je pense que non, on ne va pas revenir sur ça. C'est quelque chose qui a mis de la fluidité. Franchement, dans l'engagement des forces, c'est quelque chose qui marche très bien au quotidien. Ce qu'il nous faut vraiment préciser, c'est vraiment la question
des ordres donnés sur l'engagement notamment des munitions qui sont à fort effet. Et là, il faut sans doute qu'on bâtisse un protocole qui soit assez proche de ce qui existait par le passé. Et clairement, c'est un acte de responsabilisation du préfet qui rédige et du commandant de la force qui reçoit. Et très sincèrement, quand on recevait ce papier, on comprenait bien que là, on changeait le registre. Et ça, c'est un point qu'il faut, à mon avis, travailler dans un souci qui est celui de la Commission. Sur la question de l'interdiction individuelle de manifestation, alors c'est vrai que quand on est en ordre public, on est sur des espaces qui sont des espaces ouverts. Le dispositif de contrôle est quand même pas facile à assurer. Cependant, on est capable, grâce à un travail de renseignement, de suivre ceux qui, dans une manifestation, vont être des meneurs. Et par un dispositif de préfiltrage, de commencer à regarder et à faire un tri et de contrôler, sous forme de contrôle d'identité, eh bien, les individus qui se rendent sur la manifestation. Donc moi, je pense que, en tout cas, si on ne prend pas cette disposition, on est certain de ne pas contrôler. Avec une disposition comme celle-ci, qui viserait à interdire de manifester, on est certain, par un contrôle approprié, amont, eh bien, de pouvoir déceler une partie des gens qui viendraient troubler une manifestation. Donc, difficile à réaliser, sans doute, mais pas impossible quand même. Et donc, avec les moyens techniques qu'on a aujourd'hui, on est capable, sans doute, d'aller assez loin sur ce sujet. Et enfin, Monsieur le Président, la question de l'autorité civile, bon, j'ai insisté sur le rôle du préfet. Oui, à la fois dans la conception, dans les visites sur le terrain, dans la conduite opérationnelle, il faut une présence de l'autorité civile ou de son représentant. Oui, ça permettra d'avoir une perception claire des choses. Merci, mon général. On va passer maintenant aux questions des commissaires. Je propose que l'on procède de la manière suivante. 3 commissaires, et puis vous répondez 3 autres commissaires. Je passe la parole à Madame Marie-Georges Buffet. Oui, merci, Monsieur le Président. Général, d'abord, merci pour la qualité de votre exposé et le fait que vous ayez fait toute une série de propositions. Je voudrais revenir sur les rapports entre l'autorité civile et les forces opérationnelles, parce que c'est un débat que nous avons depuis le début des auditions. Et à vous entendre, j'ai l'impression que les propositions que nous a fait d'ailleurs Monsieur le Ministre, d'une présence permanente de l'autorité civile durant les manifestations, d'une formation des autorités civiles par le préfet Lambert, tout cela est nécessaire. Mais ce qui vous semble le plus important, c'est la clarté quand même des consignes qui sont données et l'engagement à travers peut-être un document, un protocole de l'autorité civile sur le contenu même de ces consignes. Est-ce que vous pouvez me confirmer cela? Ma deuxième question porte sur votre première proposition qui me préoccupe. Comment responsabiliser les organisateurs? Certes, on peut les responsabiliser sur le déroulement de leur manifestation, ce qui se fait déjà dans une négociation préalable qui est habituelle avec les organisateurs, je dirais, traditionnels, historiques des manifestations sociales démocratiques. Mais lorsque ces organisateurs sont eux-mêmes en butte à ces nouvelles formes de groupes de casseurs qui ne ressemblent pas aux casseurs d'antan d'ailleurs, on l'a vu lors des manifs sur le CPE, etc., où on a des intrusions dans les manifestations, attention de ne pas faire porter la responsabilité aux organisateurs qui sont limités eux-mêmes dans la réponse qu'ils peuvent apporter à ces intrusions, parce que s'ils utilisent des réponses trop fermes, allons-nous dire, ils seraient eux-mêmes menacés de sanctions judiciaires. Ma troisième question porte, et je suis tout à fait attentive à ce que vous avez dit, sur des missions que vous devez assumer qui ne correspondent pas à ce que vous avez reçu comme formation, et notamment toutes ces gardes statiques qui sont en effet extrêmement importantes, notamment dans la zone capitale. Vous avez parlé d'utilisation d'autres forces. Est-ce que vous pensez qu'il faut inventer justement une nouvelle force d'ordre public qui serait en charge de ce genre de mission pour ne pas, là aussi, prendre des forces à la police voilà. Sur l'interdiction de stade, je suis interrogative. Vous avez dit que c'était possible avec les moyens actuels, etc. Nous ne sommes pas tout à fait face au même public quand même que ceux qui ont été visés par les interdictions de stade. Je ne vois pas très bien comment on pourrait procéder à cela. Et puis, je trouve que c'est quand même il y a un risque de
porter atteinte au droit de manifester. Donc là, voilà, je suis un peu interrogatif sur cette mesure-là. Je vous remercie. Guénégan-Buis. Merci, Monsieur le Président. Monsieur mon général, 4 questions précises qui vont dans la veine de ce que vous avez, de votre exposé. La première, concernant votre décision de ne plus diviser vos escadrons dans les périodes opérationnelles. Est-ce que ça a une conséquence pour la gendarmerie mobile d'amenuiser ses capacités à répondre aux sollicitations de maintien de l'ordre? Et est-ce que cette décision est une décision qui va perdurer dans votre doctrine d'emploi? Deuxième question qui concerne le temps de travail d'un escadron, puisque vous avez précisé les 220 jours d'engagement annuel. Mais moi, je voudrais savoir quel est le quotidien d'un escadron de gendarmes mobiles en termes de durée moyenne d'une intervention, comment s'opèrent les relèves et les fins de mission, comment elles se déterminent. C'est tout aussi fondamental parce que les hommes, quand ils sont dans une situation d'affrontement, se fatiguent. Et est-ce que la fatigue est prise en compte dans ces rotations et comment vous le faites? Troisième question tout aussi précise qui concerne la formation de la gendarmerie départementale dans les opérations de maintien de l'ordre, parce que parfois dans des territoires, les escadrons de gendarmes mobiles, parce qu'il y a un événement qui n'était pas prévu, ne peuvent pas arriver à temps, et ce sont les gendarmes départementaux qui sont dans la nécessité d'effectuer les premières périodes. Or, il me semble que cette formation est peut-être insuffisante. En tout cas, dans le territoire dans lequel je suis, j'ai dû constater, puisque je suis dans le Finistère, que parce que c'est un territoire un petit peu chaud, souvent les gendarmes départementaux doivent aussi être en exposition. Troisième question qui correspond à ce que vous avez exposé sur le maintien de l'ordre en Outre-mer. Vous avez dit que c'était la gendarmerie mobile qui était exclusivement en Outre-mer. Or, je n'ai vu aucun texte qui répartissait ces zones entre la gendarmerie et la police. Alors, est-ce que c'est un droit coutumier? Et si ce n'est pas du droit coutumier, est-ce que ça ne nécessite pas que ce soit, à ce moment-là, inscrit dans des textes légaux? Philippe Goujon. Général, deux questions aussi. Bon, bien sûr, vous avez beaucoup insisté, comme beaucoup de ceux que nous avons entendus, sur l'affirmation du rôle de l'autorité civile. Je voudrais savoir jusqu'à quel point cette présence et ce rôle renforcé ne peut pas, à un moment donné, entrer en conflit, le mot est peut-être un peu fort, en divergence parfois, avec le commandement tactique de ceux qui sont responsables d'unités de base sur le terrain. En somme, est-ce que ça ne peut pas mettre, dans certaines conditions, dans certaines circonstances, mettre en cause la plénitude, l'autonomie entre guillemets, du commandement par la gendarmerie des unités? Deuxièmement, vous avez parlé bien sûr aussi de mesures préventives, mesures très intéressantes que je soutiens bien sûr, même si c'est difficile à mettre en œuvre, genre interdiction de manifestation pour un certain nombre d'individus. Mais ça, c'est préventif. En aval, est-ce que vous pouvez donner une appréciation satisfait de la réponse pénale qui est donnée à l'issue des manifestations par rapport à ceux que vous interpellez? Les condamnations sont-elles adéquates, proportionnées? Enfin bref. Pour revenir d'un mot sur les armes et sur les moyens qui permettent en fait de maintenir les manifestants à distance, et c'est ça l'objectif principal, je pense, de vos interventions, à force de diminuer ce genre de moyens, est-ce qu'on ne va pas arriver un peu à l'inverse du but recherché, c'est-à-dire à faire en sorte que se rapprochent les manifestants et les forces de maintien de l'ordre? Et plus on va vers des rapprochements avec... Bon, le terme de guérilla urbaine est un petit peu fort, mais quand même, et plus, j'allais dire, on désarme les forces de sécurité en armement et en technique de maintien de l'ordre offensif. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là un petit problème pour vous? Est-ce que vous considérez que, comme pour la police qui mêle forces de maintien de l'ordre et de sécurité générale, vous maintenez votre position qui consiste à ne pas vouloir mettre d'autres forces de sécurité en œuvre dans le maintien de l'ordre, notamment pour les interpellations parfois difficiles et qui sont plus difficiles à réaliser dans l'organisation qui est la vôtre? Autre question, est-ce qu'il vous semble que la protection fonctionnelle des gendarmes en maintien de l'ordre est suffisante? Enfin, en ce qui concerne la répartition des missions, bon, vous avez évoqué les gardes statiques et tout un tas de tâches indues. Est-ce que, comme les gardes statiques, d'ailleurs, entre parenthèses, vous avez cité le palais de justice,
crois qu'il y a un rapport qui a été élaboré il y a quelques années sur justement le maintien de l'ordre au palais de justice, enfin le maintien de l'ordre, les gardes statiques au palais de justice. Est-ce que ce rapport a donné quelques effets pour améliorer les choses et diminuer les forces mobilisées? Mais est-ce que vous pouvez nous donner la répartition des missions des EGM entre le maintien de l'ordre, les services d'ordre, la sécurité générale, les renforts en ZSP par exemple, etc. Parce que forcément, plus on demande aux escadrons, et plus leur intervention en MO est tendue, notamment aussi parce qu'il y a des temps de transport. Je discutais avec mon collègue Daniel Vaillant, des temps de transport, l'implantation des EGM est-elle parfaitement adéquate sur le territoire national? Et pour terminer, est-ce que vous considérez qu'il y a une durée maximale d'un escadron en intervention, au-delà de laquelle le stress, la fatigue, etc., commence à poser des problèmes pour le déroulement du maintien de l'ordre? Merci. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, ça, mais c'est pas grave. Voilà. Sur la question du temps de travail des escadrons, j'essaie de faire la synthèse entre les différentes questions qui me sont posées. Les escadrons relèvent de la gendarmerie, force de statut militaire, force dans laquelle le temps de travail est une notion qui est prise en compte, mais qui, en termes réglementaires, n'a pas encore d'existence, mais ça pourrait arriver avec la transposition d'une directive européenne sur le temps de travail qui va toucher aussi les escadrons de gendarmerie mobile, comme l'ensemble de la gendarmerie. Alors, force militaire, ça ne veut pas dire non plus qu'on ne respecte pas des temps qui sont des temps d'engagement opérationnel. Je considère que l'engagement d'un escadron est autour de 8 heures. Passé ce délai-là, très clairement, il y a une fatigue physique qui est incontestable et qui pèse sur les organismes et qui peut avoir alors une incidence sur l'efficacité opérationnelle. Mais il existe parfois des situations qui, parce qu'elles ne sont pas programmées, s'inscrivent dans la durée et nous empêchent de pouvoir relever les escadrons, les unités engagées, parce qu'il n'y a personne derrière. Très clairement, le 31 décembre, si après le travail sur les Champs-Élysées, on a des problèmes de voitures brûlées dans les banlieues, il faudra bien que les escadrons quittent les Champs-Élysées pour aller dans le département considéré. Donc on peut avoir parfois des séquences opérationnelles qui sont plus longues que cette durée de 8 heures. Alors, cette notion de statut militaire au maintien de l'ordre, c'est une notion qui ne doit pas faire peur. Je l'évoque parce que souvent on dit que les unités de gendarmerie mobile sont trop militaires et donc pas adaptées à l'ordre public. Non. Elles sont bien sûr de statut militaire, mais elles maîtrisent des savoir-faire qui leur permettent de faire face aux situations d'ordre public. Et j'ajoute que ces unités-là, c'est parce que justement, elles sont de formation militaire et parfois capables de vivre en rusticité et de s'inscrire dans la durée, qu'elles sont présentes outre-mer. Si vous allez voir, mais vous avez sans doute, pour certains d'entre vous, déjà fait le déplacement en Guyane, voir le travail des escadrons de gendarmerie mobile dans la lutte contre l'orpaillage clandestin, c'est considérable. Il faut accepter de vivre 3 mois à la frontière entre la Guyane et le Brésil, dans des conditions qui ne sont pas faciles. Ça, ce sont bien sûr c'est un travail délicat conduit par les escadrons de gendarmerie mobile. Ça me conduit à évoquer la question posée par M. Buis sur l'engagement outre-mer. Non, il n'y a pas de répartition. Il n'y a pas de texte qui propose une répartition entre police et gendarmerie outre-mer, mais c'est un portage politique constant qui considère que ce sont les escadrons qui sont présents outre-mer. C'est à la fois une demande politique, c'est une demande également locale, parce qu'on considère qu'elles sont adaptées à l'exercice du métier dans des conditions qui ne sont pas faciles. C'est aussi parce que ces unités sont capables de partir longtemps, 3 mois, 4 mois, sans relève. Et donc là, on a un sujet qui est un sujet aussi d'économie générale de moyens. Donc il n'y a pas de texte qui évoque la question de la répartition des compétences entre police et gendarmerie outre-mer. Sur la question du maintien de l'ordre fait par les gendarmes départementaux. La règle, c'est qu'il n'y a pas de maintien de l'ordre fait par les gendarmes départementaux. Ça, c'est un principe qu'on essaye de maintenir le plus longtemps possible. Mais il y a parfois des circonstances, vous l'évoquez, quand spontanément, très rapidement, de manière inopinée, se crée un événement, il faut qu'on puisse le gérer.
là qu'on envoie les forces qui sont alors disponibles immédiatement. Et ce sont généralement les pelotons d'intervention des compagnies de nos territoires. Et ces unités-là, qui ne sont pas formées au maintien de l'ordre, sont généralement composées de militaires qui ont servi dans les escadrons de gendarmerie mobile et qui ont donc un fonds opérationnel qui est un fonds solide qui leur permet d'intervenir efficacement. Mais la règle, c'est pas d'engagement des unités de gendarmerie départementale hors situation d'urgence au maintien de l'ordre. Et franchement, moi, je pense qu'il ne faut pas transiger. Je pense que chacun doit faire son métier. Et je pense qu'effectivement, la gendarmerie départementale, elle n'est pas faite pour ça. Elle va venir en accompagnement, notamment pour les opérations de police judiciaire, et permettre de confondre les auteurs des faits. Mais il ne faut pas qu'on engage la gendarmerie départementale au maintien de l'ordre hors situation d'urgence. Je sais qu'en Bretagne, sur la séquence que nous avons connue en fin 2013, on a eu forcément des engagements d'unités territoriales. C'est pas souhaitable. C'est pas souhaitable, mais parfois les escadrons sont un peu loin, mettent du temps à arriver, et parfois ils ne sont pas disponibles. Donc il faut aussi, on ne pourrait pas accepter que les gendarmes restent statiques par rapport à un événement. Donc il faut qu'on trouve l'équilibre. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas former la gendarmerie départementale aux conditions d'exercice du maintien de l'ordre, et qu'il ne faut pas la doter spécialement. Il y a des unités qui sont équipées, celles qui sont dans des quartiers un peu chauds, avec des casques, avec des boucliers, mais on ne rentre pas dans une logique de maintien de l'ordre, c'est plutôt une réaction par rapport à une situation inopinée. Sur la question qui est relative à la répartition des rôles entre préfet et commandant de l'unité opérationnelle, c'est un sujet central. En fait, si parfois les choses vont mal, c'est quand, moi j'observe très clairement, quand elles ne sont pas clarifiées. Quand le préfet fait de la conduite opérationnelle et quand le commandant groupement, faute de directives claires de l'autorité préfectorale, eh bien, pense qu'on peut aller jusque-là, un peu plus loin, etc. Donc je crois que chacun doit être dans son rôle. On a un système français qui marche bien, il faut affirmer le rôle de chacun. Le préfet, il est responsable, incontestablement, de la conduite opérationnelle. Il définit les objectifs, les effets à produire sur le terrain. Et ensuite, il s'appuie sur un patron de force qui, lui, est libre de choisir les moyens et propose au préfet des options opérationnelles. Mais là où les choses peuvent se dégrader rapidement, c'est quand il y a confusion entre les rôles. Il en est ainsi sur toutes les situations opérationnelles chaudes. Vous prenez une situation de prise d'otage, très clairement, le politique définit les faits à produire, mais le responsable de l'opération, il va être libre des moyens à mettre en œuvre pour atteindre l'objectif assigné par l'autorité politique. Et donc ce qu'il nous faut conduire, en ordre public ou sur les situations plus chaudes, c'est une réflexion qui vise à affirmer le rôle de chacun. Et pour connaître le rôle de chacun, mais il faut connaître, quand on est préfet, les effets d'un engagement au maintien de l'ordre. Donc il faut vraiment clarifier le rôle de chacun. Je poursuis sur la question concernant les gardes statiques, c'est un sujet intéressant. Moi, je pense que nos unités de maintien de l'ordre doivent conduire, bien sûr, des opérations d'ordre public, mais elles ne doivent pas faire que ça. Il y a, heureusement, chez nous, en France, il y a des périodes calmes, où on n'a pas d'engagement d'unités de maintien de l'ordre. Et il faut que ces unités, alors, produisent quelque chose. Et on est dans une logique de coût-efficacité. Il faut alors qu'elles participent à des missions de sécurisation, de sécurité publique générale, pour amener l'ordre public, permettre de surveiller le territoire, de patrouiller, d'occuper l'espace, de rassurer nos concitoyens. Donc je pense que pour les escadrons, et je pense aussi pour les compagnies républicaines de sécurité, il y a deux missions principales. L'ordre public, la mission première, pour lesquelles elles sont constituées, mais également des missions de sécurisation. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on sorte de ces deux missions. Ce qui me pose problème, c'est quand on part sur des missions de garde statique. Là, franchement, je pense qu'on gage du potentiel, alors qu'on pourrait conduire ces missions à moindre coût, avec des forces locales, mais également, il faut qu'on soit plus ambitieux, qu'on regarde l'emploi de sociétés privées et qu'on regarde également le développement de moyens passifs de protection. Le député Goujon évoquait le palais de justice de Paris, c'est un sujet qui est ancien, qu'on a du mal à faire évoluer. Pourquoi les gendarmes mobiles gardent-ils l'entrée de la Sainte-Chapelle? Je n'ai toujours pas la réponse. Ça fait des années que je pose la question. Pourquoi? On pourrait très bien avoir une société privée qui assure la surveillance des entrées. On pourrait très bien imaginer aujourd'hui développer des moyens passifs de protection pour pouvoir assurer cette mission avec d'autres moyens.
Sur la question d'interdiction de manifestation, alors c'est beaucoup plus compliqué que sur les stades, mais je considère quand même qu'on peut s'intéresser à des individus qui seraient déjà signalés, condamnés, qui sont connus. Donc là, on peut avoir un regard particulier sur cette population-là, et je pense qu'on peut très clairement être assez précis dans notre travail d'anticipation pour pouvoir très clairement les suivre et puis faire en sorte qu'ils ne rejoignent pas un lieu de manifestation. Sur la responsabilité des organisateurs, très clairement, il ne s'agit pas de mettre en difficulté l'organisateur qui participe et qui met tout ce qu'il peut en œuvre pour que ça se passe bien. Cet organisateur, on sait travailler avec lui. Et sa responsabilité ne peut pas être engagée s'il est prouvé qu'il a mis tout en œuvre et qu'il a respecté ses engagements. Ce qui nous pose problème, ce sont les manifestations qui sont inopinées, mais qui sont quand même organisées. Vous prenez les pique-niques spontanés qui s'installent sur l'esplanade des Invalides. Bon, il y a quand même quelqu'un qui organise cette manifestation. Mais en termes d'ordre public, ça ne dégénère pas, mais ça pose quand même un sujet. Et la responsabilité de cet organisateur, elle n'est pas engagée. Donc là, vraiment, on a un travail à faire sur les organisations de manifestations spontanées. Et puis ensuite, il y a ceux qui appellent à rassemblement ou à attroupement. Maintenant, on peut très bien, en exploitant les réseaux sociaux, savoir qui est derrière et qui commande. Et là, il faut engager la responsabilité de celui qui, peu ou prou, est organisateur d'un attroupement. Et donc, il faut mettre sa responsabilité en cause. Et c'est à ceci que je faisais bien sûr référence. Alors, je regarde si j'ai répondu. Ah. Elle est assez rarement recherchée. C'est la question, très clairement, des sanctions pénales apportées sur ce sujet-là, en tout cas. Pour l'instant, on n'est pas dans cette logique-là. Je pense avoir fait le... Oui, mon général, on va enchaîner avec une série de trois questions de trois commissaires. On va commencer par ce qu'il doit présider une autre commission dans quelques instants, par Jean-Paul Baquet. Merci, Monsieur le Président. Mon général, vous avez dit tout à l'heure la nécessité de réviser les méthodes parce qu'il y a une nécessité d'analyse en fonction de l'évolution des techniques, des moyens de communication qui changent complètement la donne. En Algérie, lors du putsch, pendant mai 68, l'élément fondamental, c'était le poste à transistor. À partir de l'information, les manifestants évoluaient différemment. Aujourd'hui, cela est totalement dépassé. Il n'empêche que maintenant, il y a les chaînes d'infos continues. Et on l'a bien vu au mois de janvier, la communication qu'il pouvait y avoir entre deux attaques terroristes et le danger qu'il y a à ne pas maîtriser l'information de l'un par rapport à l'autre qui est faite par les moyens d'information. Donc je ne veux pas parler du brouillage, etc., mais il y a quand même, au-delà des SMS, au-delà de tous des réseaux sociaux, etc., le rôle de l'information est extrêmement important et on sait très bien que dans les manifestations, les rumeurs, les manipulations sont souvent faites à partir de fausses informations dont quelquefois les journalistes sont friands pensant faire un scoop. Deuxième point, il y a deux types de manifestations. Les manifestations déclarées, organisées par des gens responsables, syndicalistes ou autres, et puis il y a celles qui sont des manifestations à caractère spontané. À une époque, ça s'appelait, dans les années 68, ça s'appelait les Mao Spontex, pour ceux qui ont quelques mémoires. Il y a d'autres manifestations de ce type, et celle-là, par contre, comment peut-il y avoir un dialogue quand il n'y a qu'une partie autour de la table? Troisième point, remplacer des gendarmes mobiles par des vigiles. Je comprends très bien le problème des effectifs, mais ça n'a pas tout à fait la même signification. Il y a des ministères qui ont été gardés par des vigiles. Guillaume Larrivé en parlera bien mieux que moi puisqu'il était dans ce ministère il y a quelques années. Il a mesuré la différence qu'il y avait entre les vigiles et les gendarmes. Les ambassades. Actuellement, la situation est calme sur les ambassades. Ça n'a pas toujours été le cas dans ce pays. Il y a même eu des attentats. Moi, je ne suis pas sûr que les vigiles peuvent remplacer des gendarmes mobiles. Qu'il faille des effectifs supplémentaires, je suis tout à fait d'accord,
Je pense que c'est le rôle de la gendarmerie, et puis en plus, c'est une autre image que de mettre des gendarmes et de vigiler. La Sainte-Chapelle, je suis tout à fait d'accord, mais pour le reste, c'est autre chose. L'autorité civile, nécessité de formation, c'est tout à fait évident. Mais délégation, c'est beaucoup moins évident. Si un commandant de groupement a la délégation d'un préfet, ça n'a pas tout à fait la même signification. Il faut absolument que dans ce domaine-là, on ne puisse pas avoir un double rôle, car tant qu'il ne se passe rien, ça va, mais le jour où il y a des difficultés, on cherchera la responsabilité. Je ne suis pas sûr que chacun assumera pleinement ses responsabilités. Dernier point, vous avez évoqué l'outre-mer, où on sait pertinemment pourquoi il n'y a maintenant que des gendarmes et plus de CRS. Moi, je suis très inquiet. La Cour européenne des droits de l'homme, demain, c'est quoi? Si on n'y part pas, regarde, c'est la syndicalisation dans la gendarmerie, et c'est les mêmes effets. Les gendarmes auront les mêmes exigences que la police pour ne plus aller en outre-mer ou ailleurs. Moi, j'aimerais avoir quelques éclaircissements en la matière. Merci. Je vais demander à chacun des commissaires d'essayer d'être relativement condensé dans leurs questions, parce que c'est de terminer notre première audition à 10 heures. Guy Delcourt. Merci, Monsieur le Président. Mon général, vous avez répondu de façon très, très claire et très décisive à une interrogation d'un général ancien directeur de l'école de Saint-Astier qui avait soulevé le problème, en effet, de l'intervention de la gendarmerie départementale. Là, de façon catégorique, vous avez apporté ce que j'appelle votre décision. Qu'en est-il en ce qui concerne les CRS? Bénéficie-t-il de la même formation que la gendarmerie ou est-ce que ce sont ce que j'appellerais des formations temporaires dans les installations de Saint-Astier? Quelle est votre position en ce qui concerne les manifestations urbaines et l'interférence entre la police, dont selon certains syndicats, des policiers intervenants ne sont pas du tout formés aux opérations de maintien de l'ordre, mais à des opérations d'interpellation? Enfin, une dernière question. Vous nous avez présenté 10 propositions, vous en remercie. Est-ce que ces propositions, et je ne le pense pas mon général, ont été réalisées dans le cadre de cette audition ou font-elles partie d'un rapport d'évaluation que vous avez remonté à l'autorité politique? Et si oui, depuis combien de temps? Et quels sont les éléments positifs d'évaluation que le ou les gouvernements successifs vous ont apportés? Philippe Folliot. Oui, merci, Monsieur le Président. Mon général, tout d'abord, je voudrais vous dire un mot au-delà des réponses que vous avez apportées à nombre de nos questions. C'est un message de soutien à la gendarmerie, parce qu'on sait que vous travaillez dans des conditions souvent difficiles, que la gendarmerie est un pivot, j'allais dire, de la République, et que tout un chacun sait que quand il y a des situations de crise particulièrement profondes, je veux dire, la République repose sur deux pivots, la préfectorale et la gendarmerie. Et ça mérite d'être dit et d'être souligné et d'être rappelé. Vous nous l'avez dit, et d'autres intervenants nous l'ont dit aussi, que souvent, je veux dire, les forces de gendarmerie se trouvent, et les forces de maintien de l'ordre, j'allais dire de manière générale, face à des situations qui sont des situations d'une extrême violence et avec des individus particulièrement déterminés, particulièrement organisés, comme cela a été souligné tout à l'heure, avec tout ce que cela comporte, j'allais dire, pour ne serait-ce que la protection elle-même de celles et ceux qui sont en charge de maintenir l'ordre. Parce que sont utilisées contre eux des armes qui sont plus que potentiellement, qui sont carrément létales, avec tout ce que cela comporte. Et même s'il n'y a pas
a priori la vocation et la volonté de tuer, en tout état de cause, ça peut être la conséquence de l'usage de ces armes. Et par rapport à cela, je voulais savoir, par rapport aux éléments de protection, sur tous les plans, comment faire, au regard de cette graduation de la violence de plus en plus extrême, pour faire de telle sorte que ces missions que vous devez accomplir puissent être accomplies dans de bonnes conditions. Ensuite, concernant un des éléments qui caractérise notre République, c'est la dualité des forces de police entre une force à statut militaire qu'est la gendarmerie et une force à statut civil qu'est la police. Cette dualité, on la retrouve aussi dans les forces de maintien de l'ordre, avec les gendarmes mobiles et les CRS. On a vu au travers des réponses que vous nous avez apportées que cela n'était pas vrai partout sur le territoire national, puisque en Outre-mer, je veux dire, il y a uniquement l'intervention donc de la gendarmerie mobile. Est-ce que dans ce cadre-là, il vous paraîtrait judicieux ou utile d'aller vers une spécialisation, puisque certains, à certaines périodes, ont parlé de territorialisation, entre guillemets, des compagnies de CRS pour être peut-être plus près du terrain et dans les centres urbains, et pour avoir à côté une gendarmerie mobile qui, elle, garderait peut-être un spectre toujours aussi large que ce qu'il est aujourd'hui. Est-ce que ceci vous paraît être un élément intéressant et digne de réflexion pour pouvoir asseoir comment dire, des capacités de maintien de l'ordre tout à fait opérationnelles dans notre pays? Deux dernières questions d'Olivier Marlex, dans l'ordre, et de... Merci pour la grande qualité de votre intervention et la pertinence de vos propositions qui illustrent la grande solidité, la grande qualité de votre arme sur ces sujets. Je vais revenir sur 4 petits points. La responsabilisation, c'était la première proposition. Le préfet Boucaud a évoqué une obligation de concertation préalable, comme elle existe déjà dans le Code de la sécurité intérieure sur les rave-parties, par exemple. Est-ce qu'on va plus loin? Quel contenu on lui donne? Est-ce qu'il faut qu'il y ait vraiment une obligation dedans que l'organisateur précise les modalités de maintien de l'ordre lui-même, les moyens dont il se dote? Dans quel cas, qu'est-ce qu'on fait s'il ne respecte pas ses engagements? Est-ce qu'on va jusqu'à... c'est un élément de l'interdiction de la manifestation? Ou est-ce qu'il faut aller jusqu'à renforcer un arsenal de sanctions qui, après tout, existe aujourd'hui pour d'autres organisateurs de manifestations sportives? C'est prévu, par exemple, c'est prévu dans le Code de la sécurité intérieure. Les gens qui ne respectent pas leurs engagements, eh bien, ils peuvent encourir des peines d'amende, notamment. Donc, quel contenu est cette responsabilisation? Deuxième question sur la présence physique de l'autorité civile. Bon, j'ai bien écouté les éléments de réponse supplémentaires que vous avez dit. Je suis convaincu de ce que vous avez dit sur la question de redéfinir un protocole. C'est évident que l'autorité préfectorale a une responsabilité essentielle, puisque c'est lui qui décide d'interdire ou d'autoriser la manifestation. Donc il doit rester en lien. A fortiori, s'il y a eu une obligation de concertation, il en est un peu le garant. En revanche, la présence physique sur place du préfet ou de son directeur de cabinet, par exemple, me paraît un élément de confusion dangereux. Parce que, dans la force des choses, il voudra se mêler de commandements opérationnels pour lesquels ils ne sont pas du tout formés. Donc j'ai du mal à concevoir encore l'articulation. Si le délégué, c'est le commandant de groupement de gendarmerie ou le DDSP, ça me va, mais si c'est pas c'est le préfet lui-même, voilà, je suis pas sûr qu'il ait la formation. Troisième petite question, l'interdiction administrative. Notre collègue, le rapporteur, Pascal Poplin, a évoqué quand même une question que ça soulève immédiatement, c'est on fait quoi opérationnellement pour s'assurer que les gens ne vont pas, une fois qu'ils ont une interdiction, qu'ils ne vont pas sur place? Est-ce qu'on utilise la vieille technique du corps préfectoral qui consiste à s'arranger pour qu'ils soient convoqués ce jour-là ailleurs, ou est-ce qu'on peut imaginer, c'est une question que je vous pose, de créer un nouveau délit spécifique pour ces casseurs, pour ces gens qui ont des comportements dangereux avec des armes, etc., avec une peine qui pourrait dans ce cas-là garantir que
certains jours, ils ne puissent pas se rendre sur place, rejoindre une manifestation. Et quatrième point, je reprends la question de Philippe Goujon, parce que je ne crois pas, mon général, que vous y ayez répondu, ou alors j'ai été inattentif, sur la part des effectifs des escadrons de gendarmerie mobile qui sont affectés aujourd'hui aux ZSP, aux missions ZSP ou aux missions de garde statique. Qu'est-ce que ça représente comme unité? Dernière question de Guillaume Larrivé. Voilà, avant d'appuyer sur votre micro, il faut me laisser terminer parce que ça interrompt, ça coupe le mien quand notre commissaire. Donc c'est une action de censure absolument insupportable hein, que le président dénonce avec vigueur. Si vous pouvez faire court parce qu'il ne restera que 10 minutes au général pour répondre à toutes ces questions. Merci beaucoup. Merci mon général d'avoir fait preuve de la solidité et du sens du concret qui caractérise votre arme. 3 remarques. Sur le format des escadrons de gendarmerie mobile, il était important que vous rappeliez, vous l'avez fait en réponse au rapporteur, que la réduction du format engagée entre 2007 et 2012 s'était accompagnée d'une redéfinition du périmètre des missions au point que, comme vous l'avez dit, l'efficacité n'a pas été perdue. C'est tout à fait important de le signaler, notamment s'agissant du transfert vers la police nationale de l'encadrement des centres de rétention administrative qui précisément ont permis de concentrer les forces mobiles sur leur mission de maintien de l'ordre. Deuxième remarque sur l'interdiction administrative. Bon, comme vous l'avez compris, notre commission s'intéresse très précisément à cette question, dans la perspective peut-être de modification législative. La semaine dernière, le préfet de police était très réservé, lui, hein, beaucoup moins enthousiaste que vous sur cette éventuelle évolution vers une interdiction administrative de manifester. Je pense pour ma part, comme Philippe Goujon, qu'on pourrait sans doute travailler un dispositif veillant à ce que les personnes faisant l'objet de cette interdiction, à titre préventif, hein, c'est bien une mesure de police administrative, c'est pas une mesure judiciaire pénale, c'est une mesure de police administrative, ces personnes soient invitées à pointer dans un commissariat ou dans un espace administratif pour s'assurer de ce qu'elles ne se rendent pas sur le lieu de manifestation. Bien sûr, ça doit être très précisément ciblé pour que ça reste bien préventif et donc ciblé sur des personnes susceptibles de troubler gravement l'ordre public. Troisième et dernière remarque en forme d'interrogation sur le régime d'emploi des armes. Quelles sont aujourd'hui les différences légitimes de votre point de vue, mon général, entre le régime d'emploi des armes par les militaires de la gendarmerie et le régime d'emploi des armes par les fonctionnaires de la police nationale employés fonctionnellement sur des missions de maintien de l'ordre? Est-ce que ces différences existent encore vraiment, compte tenu notamment de l'effet de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a un peu aplani ces différences? Et quelles sont les différences légitimes de votre point de vue au plan opérationnel? Quelles sont les différences utiles qu'il faudrait préserver, qu'il faudrait sauvegarder ou pas? Merci. Voilà donc mon général, merci de ces questions. De Jean-Paul Baquet sur l'évolution des techniques. Oui, incontestablement, là, il faut qu'on travaille très très clairement sur les réseaux sociaux, sur les SMS, sur l'information qu'on peut donner grâce à ces moyens-là aux manifestants pour éventuellement informer sur les conditions d'exercice du maintien de l'ordre, pour leur dire que là, il y a une difficulté, qu'il faut éviter tel secteur. Il faut vraiment que nous, forces de l'ordre, on travaille davantage dans ce segment-là. Sur la question vraiment très importante, mais qui sort un peu du champ des travaux de la Commission, celle des informations transmises en continu. C'est un débat qui a maintenant plusieurs années, commencé par LCI en 1994, qui retrace des images qui sont des images opérationnelles fortes. On l'a vu le mois dernier, ça met les forces de l'ordre dans une difficulté colossale, et ça fait peser des risques importants sur nos concitoyens. Donc là, on a un débat, mais qui est un débat de fond à conduire sur la politique générale de communication en situation de crise. Et je crois que là, il faut qu'on définisse un protocole très fort entre médias, presse et forces de l'ordre. C'est un sujet qui est vraiment un sujet, moi, qui personnellement me touche, me tient vraiment à cœur et qui mériterait à soi seul vraiment une étude détaillée. Si je puis me permettre, mon général, en tant qu'ancien journaliste, je ne pense pas que ce soit une question de protocole avec la gendarmerie et les forces de l'ordre, c'est une question d'éthique des journalistes. C'est à eux de savoir quel est le degré d'information qu'ils doivent donner, surtout dans des situations de crise comme celle que nous avons connue, où il est absolument effrayant de voir qu'aujourd'hui on est capable de dire en direct à quel endroit sont placés les otages, alors qu'on sait que le preneur d'otages fonctionne avec la télévision. Je veux dire, c'est une conception du métier qui est quand même tout à fait condamnable, mais je ne pense pas que
ce soit nécessaire de passer des protocoles avec les forces de l'ordre. C'est une question d'éthique dans un régime démocratique. En tout cas, ça fera l'objet de débats vraiment soutenus. Sur la question du remplacement des forces de l'ordre, gendarmerie mobile ou CRS en garde statique sur certaines missions, il est clair que dans mon esprit, tout ce qui relève du régalien doit rester, bien sûr, géré par les forces de l'ordre. Mais il y a aussi des gardes statiques qui ne relèvent pas du régalien. Et donc ça, c'est un sujet qu'il faudrait mettre à plat pour clarifier les responsabilités et faire appel, je pense là, pour le coup, à des sociétés privées qui n'ont pas les mêmes prérogatives, mais qui, dans certains segments, peuvent exécuter la mission dans des mêmes conditions. Bon, Jean-Paul Baquet évoquait enfin une question relative aux arrêts récents de la Cour européenne des droits de l'homme qui contestait le fait qu'en gendarmerie, il n'y a pas de représentation syndicale. Bon, c'est un sujet qui sort du champ de la Commission, mais qu'on a traité par ailleurs et qui globalement trouve une solution dans la création d'associations militaires, d'associations professionnelles, qui me semble devoir être intégrées et puis prendre en compte l'ensemble de la concertation. Sur la question de la formation des CRS, le directeur de la police, général de la police, me suivra dans cette enceinte, il pourra vous exprimer. Je suis convaincu qu'ils ont des niveaux de formation qui sont identiques. Je suis pour ma part tout à fait prêt à les accueillir à Saint-Astier, qui est un centre qui fait référence, qui offre des capacités d'entraînement qui sont importantes. Sur la question des manifestations urbaines, nous, gendarmes, on participe souvent à des manifestations urbaines. Nous mettons des forces alors à la disposition du préfet concerné. Quand c'est à Paris, nous mettons des forces à la disposition du préfet de police. Je crois savoir qu'il est plutôt satisfait de l'apport des escadrons de gendarmerie mobile. Mais quand vous évoquez cette question, vous évoquez celle des capacités opérationnelles. Moi, je pense que là aussi, il faut se méfier du mélange des gens sur quelle est la vocation première des unités de maintien de l'ordre. Est-ce que c'est agir en termes d'unités constituées pour tenir un compartiment de terrain, ou est-ce que c'est de procéder à des interpellations? Je pense que si on part dans l'idée de dire on fait du maintien de l'ordre, on procède à l'interpellation, c'est la mission première, alors on risque de générer un peu de bruit de fond et de confusion dans les esprits. Je considère que la mission première n'est pas là, mais je considère que pendant cette exécution de mission première, il faut être capable de procéder à interpellation. Donc c'est dans ce sens-là que moi je vois l'emboîtement des choses. Enfin, vous évoquez les propositions que j'ai présentées. Elles s'inscrivent dans une réflexion de fond. Vous seriez surpris, mais vous le verrez quand vous irez à Saint-Astier, de voir à quel point on conceptualise aussi le maintien de l'ordre. Ce n'est pas uniquement une action offensive. Il y a un temps de réflexion sur le maintien de l'ordre, ce qu'il est en France aujourd'hui, ce qu'il peut devenir. Donc c'est une réflexion permanente. Nos procédés ont évolué. Ce que nous faisons aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui s'est fait en mai 68. Nous sommes aujourd'hui dans des logiques d'évolution permanente et nous cherchons l'équilibre le meilleur entre la liberté d'expression et l'efficacité des forces. Donc on est bien dans un schéma de réflexion permanente qui vise à nous adapter et à faire face aux menaces que nous rencontrons. Ça me conduit à évoquer, M. Folliot, la question de la protection des hommes dans le cadre de cette réflexion permanente. Mais là aussi, nous sommes face à des paradoxes. Soit nous durcissons nos forces, et alors ils ont moins de mobilité. S'ils ont moins de mobilité, ils ne sont pas capables de procéder à interpellation, parce qu'ils sont trop lourds. Et s'ils sont trop, premier paradoxe, deuxième paradoxe, s'ils sont trop équipés, alors ils donnent une impression qui est une impression un peu guerrière. Et alors on est contraire à ce que l'on veut quand on veut autoriser une manifestation. Donc c'est un exercice délicat, le maintien. Alors tout en subtilité, il nous faut trouver à chaque fois le meilleur équilibre, y compris dans l'équipement des forces. Vous évoquez ensuite la question de la dualité. Bon, je crois qu'en France, la question ne fait plus débat entre forces de police et de gendarmerie. C'est adapté à notre modèle français. Une force de statut militaire, la gendarmerie, une force de statut civil, la police, chacune sur son territoire. Et chacune étant capable, dans son territoire, d'exercer l'ensemble des missions. La raison pour laquelle, moi, je suis un peu réticent à l'idée de spécialisation, mais je considère aussi qu'on peut atténuer ma réticence en considérant que les escadrons, là où ils sont casernés, sur le lieu de résidence, ils peuvent contribuer à la sécurité publique générale quand ils sont à la résidence. C'est ce que nous faisons, nous. Chaque fois que les escadrons ne sont pas employés au maintien de l'ordre, alors ils participent à des patrouilles avec la gendarmerie départementale dans une mission large de sécurisation et ça leur permet de s'ancrer vraiment dans les territoires. C'est la réponse que nous avons bien sûr élaborée en interne. Sur la question de la responsabilisation posée par M. Marlex, alors c'est une question qui va
bien sûr rentrer dans le champ du législateur. Moi, en tant que responsable des forces de l'ordre, j'émets un souhait, je dis qu'on a une difficulté, mais il faudra bien sûr, si on va dans ce sens-là, qu'on trouve des sanctions adaptées. Une disposition qui n'entraînerait pas de sanctions, alors elle est perdue, elle ne portera pas. Je pense qu'il faut aussi, quand on sera dans un dispositif de normalisation, ne pas rentrer dans un carcan. Il faut de la souplesse. Évidemment, le préfet ne peut pas être présent tout le temps. Peut-être que d'ailleurs, il n'est pas souhaitable qu'il soit présent tout le temps. Mais le préfet, il a des délégataires. Je considère, moi, et là je vais peut-être être en opposition avec Jean-Paul Baquet, je considère que le commandant de groupement peut à la fois être ce contact et s'appuyer sur lui-même un responsable opérationnel. Je pense qu'on peut faire le tampon à ce niveau-là. Je pense que quand on va normer, il ne faudra pas qu'on soit trop contraignant parce que les situations dans le public, elles sont très rapides. Il faut qu'on puisse prendre des décisions très rapidement. Donc il faudra trouver le bon ajustement pour pouvoir prendre en compte cette logique de séparation des pouvoirs et l'associer à une efficacité opérationnelle. Sur l'interdiction administrative, oui, il y a bien sûr un travail législatif important à conduire, mais je pense que si on rentre dans cette logique-là, il faudra qu'on soit capable d'appliquer cette mesure. Et je pense que les forces de l'ordre seront capables de le faire. Sur la question des LSP, je vous ferai passer exactement l'engagement de nos unités dans les LSP, mais nous avons 3 escadrons qui en permanence travaille sur les zones de sécurité prioritaires, avec un peloton en permanence, ce qui nous a permis d'avoir des résultats que nous n'avions pas depuis longtemps, qui nous a permis d'inverser la tendance. Et ce sont ces escadrons, parce qu'ils connaissent un peu les techniques de maintien de l'ordre, qui ont produit un effet positif. En réponse à la question de M. Larrivé sur la RGPP, les CRA ont en partie atténué la dette RGPP, mais nous avons de toute façon quand même perdu quelques escadrons que nous avons compensés en restituant les centres de rétention administrative. Ces escadrons, eh bien, ils font clairement aujourd'hui défaut, et je pense que notre pays, la France, doit avoir un volume d'escadrons qui est un volume important, et des CRS également, parce que nous ne sommes pas à l'abri de situations graves de troubles à l'ordre public. Moi, je considère que nous sommes sur un socle en dessous duquel, aujourd'hui, il ne faut pas descendre. Sur le régime d'emploi des armes, il n'y a pas de différence sur les situations de maintien de l'ordre. Il existe quelques différences dans les textes sur les situations qui ne relèvent pas de l'ordre public. Mais pour l'engagement au maintien de l'ordre, nous sommes globalement sur les mêmes gabarits. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais... Vous êtes d'une précision toute militaire. Il est 9h59 et quelques secondes. Merci en tout cas. Nous allons intégrer, bien sûr, dans le rapport de Pascal Popelin, un certain nombre des propositions que vous avez formulées qui se retrouveront bien sûr dans notre rapport. Merci, messieurs.